Alors, je vais vous parler de la contribution de François Terrasson à la pensée écologique. On peut dire sans fausse modestie que c'est du Muséum national d'histoire naturelle de Paris qu'est parti en France le mouvement pour la protection de la nature. De très longue date, ces chercheurs, mais également les associations hébergées comme la SNPN, ont tenté d'alerter le public et les administrations. Quand François Terrasson a rejoint le muséum en 1967, recruté sur ses compétences et non sur ses diplômes, parrainé par le professeur Théodore Monod, il est entré comme assistant au service de conservation de la nature, créé en 1962, c'est-à-dire 5 ans plus tôt, aux côtés de Georges Tendron, sous-directeur du muséum et chef de service, et François Lapoix, également assistant. Avec eux, il fut l'un des premiers à faire prendre en compte le milieu naturel dans les problématiques d'aménagement du territoire et d'agriculture, notamment en Île-de-France, en Normandie, en Aquitaine et au Pays Basque. Homme de terrain, François Terrasson s'est dès le départ et pendant bien des années appliqué à utiliser sa profonde connaissance du milieu rural pour travailler sur les questions de bocage et de remembrement qui concernaient une bonne moitié de la France. Typologie des haies brise-vent, application des données écologiques au remembrement de nombreuses communes, repérages et études de terrain, bibliographie et synthèse de la documentation, mise au point d'une méthodologie générale des études d'impact, nombreuses conférences d'information sur le bocage, contacts avec administrations et groupements professionnels agricoles, stages de formation, expertise de terrain, constitution d'un réseau de correspondants, etc., etc. C'est tout ce travail qui a permis de faire changer progressivement les idées néfastes qui régissent la plupart des décisions vis-à-vis du milieu naturel. Il s'est donc spécialisé peu à peu en agroécologie, mettant au point des projets de développement basés sur des données écologiques et contribuant aux difficiles efforts naissants pour la prise de conscience écologique en France. Participant alors au nom du muséum à d'innombrables commissions, conférences et réunions avec les agriculteurs et les forestiers, Terrasson était confronté en permanence à la technocratie qui règne dans les milieux agricoles, notamment chez les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts. Co-fondateur en 1973 de l'association Défense et Renaissance du bocage, il s'est battu avec fougue et détermination pour les écosystèmes bocagers et forestiers et contre un remembrement dévastateur. Indirectement, il a sauvé ainsi des milliers de kilomètres de haies et des pans du bocage de tout l'ouest de la France. Dans certains cas, après avoir été massacrés, une partie des haies, dont on a reconnu enfin les bienfaits, ont été replantées par des administrations peu soucieuses du double gaspillage des fonds publics. Il disait « En liquidant le monde des chemins bocagers, la technocratie a assassiné tout un monde culturel adapté au milieu. » Mais une spécialisation dans le domaine des effets agronomiques et écologiques du bocage l'a conduit à intervenir bien en dehors de ce thème. Rivières et zones humides, bois et forêts, paysages agraires et conditionnement écologique de la production agricole, cotation des milieux et mise au point d'une échelle d'équilibre écologique en 8 niveaux avec traduction cartographique, collaboration avec le groupe de sociologie rurale du CNRS, l'équipe Henri Mandras, homme de conviction qui ne se gênait pas pour clamer ses positions contre la déplorable gestion publique des forêts et pour la forêt libre et spontanée. Il était redouté comme le chef de file des anti-ONFistes et grâce à son approche sociale et humaine de la nature,
le monde rural lui doit beaucoup pour ses conceptions écologiques. L'action pratique dans ces domaines lui a rendu nécessaire l'utilisation de données sociologiques, géographiques et économiques, et surtout psychologiques. Car c'est l'homme qui transforme ou détruit les milieux, et il serait vain de tenter d'agir sans connaître son comportement, ses motivations, ses représentations culturelles de la nature. Plus connu justement par ses études sur la perception de la nature dans l'inconscient des individus et les comportements humains face à la nature, François Terrasson a parcouru le monde, de la Sibérie à l'Amazonie, comme un loup au gré des opportunités, décortiquant les civilisations, leur attitude face à la nature sauvage et leur rôle dans la construction des paysages. Dans le monde entier, disait-il, les peuples qui géraient correctement leur milieu ont été modernisés puis intégrés à la grande civilisation anti-nature qui se met en place. De la gestion des écosystèmes, notre naturaliste est donc progressivement passé à l'étude des émotions, des comportements et de la communication. Avec une comparaison des images mentales de la nature dans différents groupes humains ou civilisations. Sont-elles positives ou négatives? Quels comportements induisent-elles? Comment les modifier? Et avec plusieurs applications dans des domaines pédagogiques, car, disait-il, il ne suffit pas d'avoir raison, il faut encore que les autres le croient. La maîtrise de la communication, à partir de la connaissance de ces techniques et des images mentales de la nature, était pour François Terrasson le fer de lance de la conservation. Il était un professionnel, un généraliste de la conservation, pratiquant l'interdisciplinarité et travaillant aussi au niveau international. Pour lui, je le cite, « La conservation de la nature est un métier, d'ailleurs reconnu dans les pays anglo-saxons, celui de conservationniste. Contrairement à ce que croient certains, celui de conservationniste, contrairement à ce que croient certains, il ne peut être exercé en improvisation par n'importe quel naturaliste, botaniste ou écologiste. Il demande une compétence et une expérience particulière. Le conservationniste, professionnel, exerçant à plein temps, ne peut être évalué sur d'autres activités que la conservation, ce qui pose alors le problème de son statut et de sa carrière. » Fin de citation. C'était là un souci pour lui. En effet, après la suppression en 1986 du service de conservation de la nature, il a été intégré au laboratoire d'évolution des systèmes naturels et modifiés, puis à l'Institut d'écologie et de gestion de la biodiversité. En 37 ans d'activité au muséum, il a constaté combien les conditions de la recherche et de la diffusion des connaissances ne cessaient de se dégrader. Le Muséum national d'histoire naturelle, centre de convergence théorique des naturalistes et des conservationnistes, au travers de ses multiples péripéties administratives, a souvent risqué d'abandonner les sciences de la nature, c'est-à-dire sa raison d'être. C'est lui qui le disait. Terrasson s'est souvent plaint que, par manque de volonté et de crédit, il n'eut au muséum, je le cite, aucune des conditions nécessaires pour l'existence d'une structure spécialisée et efficace dans l'environnement et la conservation de la nature. Il s'est toujours battu pour que la conservation de la nature devienne un des objectifs prioritaires du muséum et pour la prise en compte des chercheurs de terrain. Il fustigeait cette civilisation anti-émotive, je le cite, anti-pulsionnelle, qui n'aime que le formalisme et le sang-froid, qui assèche les marais et attaque tout aspect rappelant le côté grouillant et charnel de la vie, qui renie
son assise complètement corporelle et organique, animale, dont elle a honte, qui, avec les parcs et les réserves, consacre la relégation et l'apartheid de la nature et se révèle incapable d'inventer un modèle de collaboration avec les lois des systèmes écologiques, se condamnant par là à l'hyperdémographie, à la famine, au désordre sociopolitique et à la névrose permanente. Fin de citation. J'ai rencontré François Terrasson pour la première fois en 1967, au début de sa carrière au Muséum. J'avais 18 ans, il en avait 28. Dès lors, j'ai suivi avec attention la progression de sa pensée et de ses écrits, fasciné par ses propos d'une incontournable vérité, par exemple, à travers les discours, les affirmations solennelles, entend-on à peine la voix de ceux qui connaissent réellement la nature, de ceux qui n'ont pas pris le train en marche et qui ressentent les destructions comme une atteinte personnelle. Un regroupement est encore à faire des personnes sentimentalement bouleversées par la perte des arbres, des rivières et des marais. Ceux qui n'ont jamais eu envie de pleurer devant les bulldozers ne sont pas de vrais alliés. Fin de citation. En effet, je connaissais alors les dégâts créés par les bulldozers dans des rivières de l'Ain et je savais que, réfractaires au calibrage et à tout formatage, nous aimions nos rivières sinueuses et naturelles, non endiguées. Leur riche et foisonnante végétation de saules, d'aulnes et de peupliers développe sur leurs bords une harmonie de courbes souples, de profondeurs douces, enlaçantes et caressantes, gonflées des forces primitives de la fécondité. Notre sauvageon parlait alors de, je le cite, « toute cette belle végétation, ces fouillis inextricables, ces épines acérées, ces fondrières remplies de menthes et d'épilobes, ces bourdons affairés, mouches floricoles et rats des champs, couleuvres et vipères, rainettes dans les saules marceaux. » Fin de citation. La poétique de la rivière est un enchantement, et combien d'autres auteurs y ont consacré des pages mémorables. C'est au service de conservation de la nature que j'ai appris, de 1970 à 1974, mon métier de documentaliste bibliothécaire. Terrasson et Lapoix m'ont enseigné l'interdisciplinarité que j'ai ensuite appliquée durant le reste de ma vie à la constitution de la Bibliothèque de l'écologie, un trésor inestimable qui attend encore sa réinstallation. Terrasson ne disait-il pas « Le problème qui nous occupe est transdisciplinaire. Ce qu'il nous faut, ce sont des esprits qui transcendent les disciplines. » Le service de conservation de la nature était alors une plaque tournante en relation avec tous les services et labos du Muséum, et je me souviens très bien, notamment, de nos relations permanentes avec un homme d'une grande finesse, d'une grande qualité, le botaniste Paul Jauvet. Je me souviens également de l'immense quantité de lettres d'enseignants et d'animateurs que nous recevions en 1970 pour demander de la documentation à l'occasion de l'année européenne de conservation de la nature, impulsée par le Conseil de l'Europe, auprès duquel Georges Tendron était expert permanent. À la question « Le Muséum pourrait-il encore générer ou supporter un François Terrasson ?» je réponds assurément non. Pas plus qu'il n'y aurait de place aujourd'hui pour d'autres esprits encyclopédiques comme Théodore Monod, Roger M. ou Jean Dorst. Ainsi que le rappelait Bernard Boisson, il arrivait à François Terrasson de dire que l'époque actuelle ne permettrait plus à un ouvreur de brèche atypique comme lui d'accéder à un poste de maître conférencier,
avec la liberté dont il a su faire preuve pour révéler les trous de conscience dans nos manières d'appréhender les problèmes écologiques. En effet, depuis des décennies, au muséum comme ailleurs, l'administration toute puissante étend ses tentacules envahissantes, son embrigadement sclérosant et ses tracasseries paperassières, de telle sorte que les chercheurs n'ont plus les moyens de travailler correctement et librement en cohérence avec leurs valeurs humanistes. Les jeunes d'aujourd'hui doivent savoir que François Terrasson était donc l'un de ceux qui ont initié la politique de protection de la nature en France dans les années 1970. Il a profondément marqué la conscience écologique et les instances du muséum. On a même parlé à un moment d'une ère post-Terrasson. Mais pourquoi diable est-on passé de la protection de la nature à l'écologie, puis à l'environnement, puis au développement durable, puis à la croissance verte? En gros, pour utiliser une pensée globale juste et nécessaire, en la détournant en vue de noyer le poisson de la protection de la nature. C'est pourquoi aujourd'hui, à mes yeux, l'enjeu écologique majeur, et j'insiste là-dessus, n'est pas le climat, la nature, l'eau ou l'énergie, mais il est bien, l'enjeu écologique majeur est bien humain et éthique. Il est dans la sincérité, la probité et la cohérence, ou les ambiguïtés, les incohérences et les luttes de pouvoir de ceux qui prétendent s'en occuper. Et le sens de la beauté ou son absence, c'est cela qui fait la différence. Détecteur d'antinature, visionnaire de la disparition du concept de nature, ethno-psycho-naturaliste, considérant qu'il est plus important de savoir comment marche la tête des êtres humains que de connaître le fonctionnement des écosystèmes, François Terrasson s'attachait autant à la psychologie de l'homme qu'à la pédagogie de la nature. Par une forme de psychiatrie parallèle à l'étude des écosystèmes, il a dénoncé le mythe, l'obsession paranoïaque du contrôle de la nature, cette maladie mentale collective. Si alors, pour André Malraux, dans les années 1970, l'homme est un animal religieux, notre naturaliste a montré peu après, avec davantage de verve et d'expérience, que l'homme est un animal émotif qui s'est construit une civilisation anti-nature en raison de sa peur. Je le cite, « L'animal humain déteste ou aime les choses. Ensuite, il construit un raisonnement pour justifier son sentiment. Notre contact avec la nature est fondé sur l'émotion. L'homme seul en forêt, vierge, ressent les choses avant de raisonner. Les civilisations identifient une sorte de nature intérieure à l'homme, tout ce qui traite de l'émotion, plaisir, douleur, sexualité, musique, danse, poésie, se retrouve avec un label nature. Le propre de notre civilisation occidentale et industrielle est de combattre cette nature, intérieure et extérieure, en éliminant l'émotion, en tuant l'organique, en séparant le naturel de l'humain. » Fin de citation. Il faut donc prolonger son œuvre et montrer comment cette peur est liée au refus névrotique du féminin et de la mort en Occident. Cette nature est tout à la fois forte et faible, belle et violente, mais c'est à partir d'elle, qu'on le veuille ou non, que nous avons bâti nos cultures fragiles. La nature n'est ni bonne ni mauvaise, ni servante ni esclave, ni hostile, mais elle doit être comprise comme un cadre structurant et nourricier, constitutive de la psyché humaine. N'en déplaise
à des intellectuels en chambre, c'est la nature sauvage qui humanise l'homme, à condition qu'elle reste effectivement sauvage sur des étendues suffisamment vastes. Si nous croyons que la nature est hostile, nous allons créer un monde hostile, de conflits et de dualités. La culture classique française et latine nous a trop souvent rabâché la prétendue contradiction entre nature et culture, au point de parvenir actuellement à une coupure totale et à une schizophrénie mortelle. C'est cette coupure des sociétés modernes avec le vivant et leur manque de connexion au principe maternel d'abondance, la terre-mère, qui les rend si perméables à des idéologies destructrices. Au contraire, la pensée écologique moderne, nourrie à la fois de science et d'éthique, nous montre que nature et culture ne sont pas antinomiques, mais complémentaires, et qu'elles convergent parce qu'elles épousent toutes deux la polarité universelle sans laquelle il n'y a pas de compréhension lucide de l'existence humaine. Le rapport homme-nature est dialectique. Il procède par opposition surmontée. Jusqu'à présent, notre culture séparatiste nous a fragmentés et fracturés. Maintenant, nous avons besoin d'une vision intégrante, globale et holistique pour restaurer la relation féconde entre nature et culture qui fait l'unité de l'homme. Seule cette vision permet la cohérence des comportements et des actes. À la place de la logomachie typiquement française, il nous faut une parole créatrice, unifiante, poétique et artistique qui intègre l'approche scientifique. Pour moi donc, la contribution de François Terrasson à la pensée écologique concerne essentiellement 5 domaines. Premièrement, l'agriculture, l'agroécologie et le bocage. Deuxièmement, la forêt et la gestion forestière. Troisièmement, l'écologie appliquée à la conservation de la nature. Quatrièmement, comportement, perception et communication, les images mentales, les émotions et la peur de la nature. Et cinquièmement, l'interdisciplinarité nécessaire pour comprendre les relations homme-nature. Jean-Claude Génaud a dit avec raison que Terrasson se situait entre Robert Hénard, philosophe de la nature, et Bernard Charbonneau, penseur de la ruralité et critique de la technique. J'ai eu la chance de bien connaître ces 3 précurseurs et de pouvoir étudier un grand nombre de leurs textes publiés et inédits. Il me semble nécessaire de relier la pensée de François Terrasson à celle de Robert Hénard, car ce sont, à mes yeux, les 2 naturalistes qui ont le mieux résumé le paradoxe des relations homme-nature. C'est pourquoi, lors du colloque de Chambéry en 2008, Biodiversité, naturalité, humanité, j'ai conçu le paradoxe Hénard-Terrasson. Robert Hénard, comment ne pas revenir constamment à lui, écrivait à l'âge de 37 ans dans son premier livre « Quel luxe plus beau que la nature, quel sport plus sain, quel instrument de culture plus complet que son observation » et la nature en 1943. Pour se reconnecter avec la nature, en effet, quoi de plus épanouissant que de se plonger dans l'imprévu d'une nature vierge avec le sentiment, peut-être illusoire, d'être le premier homme à fréquenter ce lieu. Quoi de plus exaltant que de partir, curieux et plein d'enthousiasme, à la découverte d'un nouveau monde. Aucun Internet, aucune encyclopédie, aucun film ne remplacera jamais cette expérience vécue personnellement sur le terrain. Le lien avec la forêt nous nourrit, renforce l'idée de protection et consolide les actes mêmes de cette protection.
Dans le respect porté à la nature et notre confiance en elle se révèle l'évidence que c'est en fait la nature qui nous protège. En effet, la forêt qui protège notre climat agit tel un climatiseur global. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles elle nous est indispensable et doit être absolument protégée. Mais derrière tous les arguments techniques, scientifiques et économiques, c'est l'amour de la nature sauvage et libre qui est le motif fondamental de notre action. L'amour vécu, charnel et sensuel de la nature sauvage est la condition d'une efficacité accrue et durable dans le combat pour la protéger. Au-delà de l'utilitarisme imposé et liberticide, arriverons-nous à nous hisser jusqu'aux raisons éthiques et spirituelles qui nous feront défendre la nature sauvage pour elle-même? Ici, je voudrais parler de Bernard Charbonneau, qui est souvent méconnu par les naturalistes, et pourtant ce philosophe de la critique de la technique a édifié une critique fondamentale du développement économique et technique. Et avec son ami Jacques Ellul, ils ont édifié une pensée très profonde. Ils ont été des précurseurs dès les années 30 jusque dans les années 70 et au-delà. Et leur œuvre doit vraiment être reconnue. Et Bernard Charbonneau et Jacques Ellul ont eu totalement raison de critiquer, d'établir une critique fondamentale du totalitarisme technicien et militaro-industriel. Il ne faut pas se cacher le caractère subversif de la reconnexion avec la nature, source de liberté individuelle. Le système de formatage et de normalisation des individus n'en veut pas. Aujourd'hui, toutes les formations pédagogiques à l'environnement basées sur l'informatique vont à l'encontre de la sensibilité à la nature. Et ce n'est assurément pas le numérique qui va réenchanter le monde. J'ai été frappé dans la fin des années 70 quand François Terrasson appelait à retrouver l'instinct dans un texte que je connais et que j'ai publié dans un recueil. Il parlait de cette notion de retrouver l'instinct. Et au même moment, le médecin Michel Audin, qui dirigeait la clinique et maternité de Pithiviers, appliquait la méthode non violente de Frédéric Le Boyer dans l'accouchement et la mise au monde. Et lui aussi, dans un texte qui m'a énormément frappé, en 1978, un livre qui s'appelait « Genèse de l'homme écologique », il avait montré l'importance d'une naissance non violente et il parlait aussi de retrouver l'instinct. Dans des disciplines complètement différentes, Michel Audin et François Terrasson parlaient tous les deux de cette notion. Je crois que c'est très important de retrouver cette manière de vivre naturelle. Et je pense que si l'humanité doit changer, c'est par le ventre des femmes que ça passera. Donc je souhaite que tous les hommes aient cette prise de conscience aussi profonde que je l'ai eue, parce que pour moi, le féminin doit être retrouvé. Il faut retrouver les valeurs féminines, remettre au centre de la société la femme et les valeurs féminines. C'est comme ça que l'on pourra contrer les valeurs masculines dominantes dans notre société. Valeurs de compétition, de domination. Le chemin a été montré, a été tracé, a été esquissé déjà par François Terrasson. Ce chemin de reconnaître il parlait du statut de la nature comme étant le même que celui de l'animal, de la femme et de la nature. Et donc, retrouver un nouvel équilibre
homme-nature, pour moi, c'est indispensable de le mettre en parallèle avec un nouvel équilibre masculin-féminin dans notre société et en chaque individu. Alors, quel bilan peut-on dresser aujourd'hui? Où en sommes-nous 40 ans ou 50 ans après les premières campagnes pour la protection de la nature en France et 10 ans après le décès de François Terrasson? Où en sommes-nous? La crise du monde agricole s'est généralisée. Tous les domaines de la vie publique sont en crise permanente et exponentielle avec des interactions multiples. Le plus souvent, il n'y a pas eu de prise de conscience écologique profonde des causes de la grande crise de l'Occident, mais seulement beaucoup d'agitation politico-médiatique, de l'esbrouf et de la propagande, mais bien peu de cohérence et de sérieux. Bien souvent, on a régressé parce que les quelques mesures positives qu'on avait prises n'ont pas infléchi la dégradation générale. Tant que l'écologie ne prétendait que de sauver la vie sur Terre, qui s'en souciait? Maintenant qu'elle peut servir à sauver l'économie, à relancer la croissance, à maquiller le capitalisme, tous les opportunistes s'empressent de faire miroiter leurs solutions partielles, mais fausses. Avec un cynisme révoltant, le verdissement écologique offre la possibilité aux pires pollueurs de la planète de s'acheter une conscience propre à bon compte. Tout n'est plus que mascarade et hypocrisie, enfumage et marketing. Il est assez consternant pour quelqu'un qui a participé, comme moi, au premier combat pour la protection de la nature en France, de constater qu'aujourd'hui, le seul but des politiques publiques est de faire croire que l'on protège l'environnement, alors que sur le terrain, la réalité est exactement le contraire. On est passé de la peur de la nature à la haine de la nature, comme le disait un sociologue, Christian Godin. Une haine de la nature qui se pratique au quotidien. Il faut voir par exemple la haine du loup qui règne en France et qui est entretenue par les éleveurs de bétail. Le loup est une espèce emblématique de la difficulté à maintenir la nature en Europe. À cet égard, la France fait figure de cancre de la protection de la nature face à tous nos pays voisins où le pastoralisme cohabite depuis toujours avec la présence de loups, d'ours et de lynx. La haine de l'arbre, le fanatisme de l'herbe rasée, des haies déchiquetées à l'écarisseuse, comme de la terre brûlée aux herbicides ou nivelée au bulldozer, relève d'une modernité agressive et, pour tout dire, d'une logique de stérilisation militaire et barbare. Des millions de jardins propres en ordre forment une nation tout entière galvanisée dans le culte du progrès et de la croissance économique. Quand on voit l'archaïsme des mentalités par rapport aux forêts, aux loups, aux ours ou aux serpents, on mesure le chemin qu'il reste encore à parcourir dans l'acceptation d'une vraie reconnexion ou coopération avec la nature. Cette notion de coopération est chargée de sens et se situe à l'opposé de l'intelligence sectorielle, fragmentaire et compétitive qui est cultivée, voire imposée par nos institutions. Pour vraiment coopérer avec la nature, il faudrait tout intégrer dans une vision globale, travailler avec la nature, comme le disait Terrasson, plutôt que contre elle. C'est l'esprit de la permaculture qui est proche de l'agroécologie. En France, les mentalités ne sont pas encore prêtes à coopérer avec la nature. Elles croient trop dans la puissance de la technique. Il n'y a que les catastrophes individuelles ou collectives qui les arrêteront.
Et Charbonneau, je rappelle son œuvre, il insistait beaucoup sur la nécessité de désacraliser la technique. Quand on voit ce que les Américains font aux États-Unis avec tant de persévérance et de méthode depuis plus d'un siècle pour sauvegarder leur richesse ornithologique et augmenter les populations d'oiseaux sur leurs terres, on constate avec une sorte de dépit que chez nous, en France, l'État se désintéresse à peu près complètement d'une question si importante. Les stratégies de conservation de la nature, lancées en fanfare, sont ensuite abandonnées au bout de quelques années. D'où l'échec total du Grenelle de l'environnement, grande manœuvre trompeuse de blanchiment ou de verdissement. Ces belles promesses sont tellement rognées que l'on peut légitimement déplorer une situation pire qu'avant. D'où la radicalisation des mouvements écologistes qui en ont assez de la corruption politique et des promesses bafouées. Alors, malgré la faiblesse de leurs moyens pour se faire entendre, les naturalistes et les écologistes doivent faire preuve de grandeur d'âme et se montrer plus intelligents que l'arrogance cynique et le mépris de l'État pour les citoyens. Comme l'indique l'intitulé des services administratifs, en 40 ans, on a vu un glissement dramatique de la protection de la nature à la police de l'environnement, qui révèle non seulement la mise en place d'un système policier pour toute la société, mais surtout l'éradication programmée de la nature, qui est une forme de djihadisme. On ne peut plus laisser faire comme si on ne le savait pas. Plus généralement, lorsqu'on découvre les intentions cachées des pouvoirs économiques et politiques pour droguer, endoctriner et tuer les populations humaines, pollution, intoxication, médicaments chimiques, pesticides, neurotoxiques, nucléaires, OGM, nanotechnologie, vaccination, chemtrails, téléphone mobile, compteur Linky, etc., etc., on a de quoi s'alarmer et s'insurger. Quand on voit les pouvoirs publics saboter l'éducation nationale et la recherche scientifique, réduire les budgets culturels, éradiquer les paysans par des politiques agricoles impitoyables et tout convertir au numérique, quand on voit la mainmise de la haute finance sur l'alimentation, la santé, la presse et la justice, quand on voit comment la santé est embrigadée par la dictature médico-scientifique, quand on sait relier tous ces problèmes entre eux, de toute évidence, on assiste à l'installation d'une véritable dictature, une dictature technofasciste en France. Je pèse mes mots. Une dictature de la pensée unique où la disparition programmée de la nature n'est qu'un des aspects de la question. Ces perspectives n'étaient pas étrangères à notre naturaliste qui avait compris que notre combat se situait au niveau des valeurs, qui avait la force morale d'envisager le pire pour notre civilisation et qui a intériorisé lui-même ce pire au point d'en mourir. En supprimant la nature et la liberté, auxquelles François Terrasson, Robert Hénard et Bernard Charbonneau étaient tous les trois tant attachés, en fait, ce qu'on installe, c'est la fin d'une société à visage humain et la dégénérescence de l'humanité. C'est donc à nous de prolonger leur œuvre. Mesdames et messieurs, je puis solennellement ici même témoigner devant vous que le bilan est accablant. En 50 ans, nous avons vu une consolidation et une généralisation de la technocratie française dans tous les domaines de la vie publique et privée, dans tous les secteurs de l'économie et de la société. Tous les aménagements anti-écologiques que l'on cherche à nous imposer sont le résultat d'un cocktail toxique formé plus ou moins de mensonges d'État, grands projets inutiles, corruption, collusion mafieuse, conflits d'intérêts, escamotage, contournement des lois, détournement des fonds publics, etc. Le plus affligeant, c'est surtout la duplicité, l'hypocrisie, la déloyauté, le mensonge et la malhonnêteté des acteurs économiques et institutionnels, notamment vis-à-vis des associations écologistes,
qui font le travail méritoire que devrait faire l'État et auquel on supprime régulièrement tous les moyens d'agir. Avec le désengagement de l'État, peut-on encore compter sur les pouvoirs publics pour sauvegarder la documentation et les valeurs de la protection de la nature? De fait, les notions de culture, de mémoire, de transmission sont considérablement dévalorisées. Actuellement, la Bibliothèque de l'écologie, le fonds documentaire que j'ai constitué depuis 50 ans et qui est le plus riche et le plus exhaustif qui existe en France, n'est toujours pas réinstallé et accessible au public. Et le projet s'enlise avec une communauté de communes depuis 6 ans dans la Drôme. La nouvelle majorité de droite du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a récemment exprimé son refus de subventionner la construction du bâtiment et plus généralement son opposition à tout projet écologique et culturel. C'est pourquoi je suis maintenant à la recherche d'alternatives crédibles et fiables pour la réinstallation de la Bibliothèque de l'écologie quelque part en France. Je suis convaincu que la nature, en fait, qui est une puissance créatrice et active, ne se laissera pas détruire au-delà de certaines limites. La nature n'est pas une force aveugle, elle est consciente et possède des courants intérieurs. Elle est indestructurable. Elle est une, même si on ne peut voir de nos yeux qu'un ou que quelques éléments à la fois. On en ressent quand même l'unité, l'universalité. Même si elle est réduite, elle est potentiellement là, prête à renaître, à foisonner. D'où l'importance des liens entre l'écologie et la spiritualité. De même, tout ce que l'humain contient de joie, de poésie et de grandeur d'âme ne se laissera pas écraser par la barbarie. Mais pour le moment, il faudra encore des millions de sacrifiés avant que l'on comprenne vraiment. Je vous remercie.